Bonjour à tous et merci à tous d'être venus. Euh, Aujourd'hui, je vais faire un exercice un peu particulier parce que je vais vous présenter quelque chose que je n'ai pas codé moi-même. En fait, je suis chez Swile depuis finalement pas très longtemps, depuis une petite année, à peu près depuis que ces bureaux existent. Et quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a marqué positivement et qui répond précisément à des besoins qu'on a en termes d'organisation, en termes d'équipe de dev et des spécificités du dev qu'on a chez Swile. Et du coup, je voulais vous présenter ça et vous présenter de comment, avec des choses assez finalement faciles à mettre en place, on peut simplifier des choses dans vos équipes. Et spoiler du bilan que je vais tirer de ça, en voyant ça, je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais mis ça en place avant? Et donc, on va vous parler de screenshots et de tests de screenshots sur Android. Déjà, pour comprendre pourquoi on a ce besoin chez Swile, je vais vous donner un peu de contexte. Swile, vous connaissez peut-être, vous connaissez sûrement. Swile aujourd'hui sur le ticket restaurant, c'est 35% des tickets restaurants en France. Donc il y a de grandes chances que vous ayez, vous ou vos amis, une carte Swile dans votre poche. Mais Swile a volonté d'être pas que du ticket restaurant. Et l'app, elle est construite autour de ça sous forme d'une super app. Plus qu'une super. Marketingement, ce qu'on dit, c'est qu'on a une super app et une super carte avec plusieurs avantages dans la même app et dans la même carte. Donc il y a du titre restaurant et des avantages employeurs en général, des avantages CSE, du chèque cadeau, du chèque culture, ce genre de choses, et du voyage d'affaires. Et concrètement, en termes d'équipe, comment ça se représente? C'est des équipes qui sont complètement séparées, qui ont leurs spécificités, leurs connaissances produits importantes, avec plein de petites choses. On est toujours en train de construire et de rajouter des produits là-dessus. Et il y a une autre spécificité qu'on a, c'est qu'on est présent en France et au Brésil, puisque le titre restaurant, c'est aussi quelque chose qui est très présent au Brésil. Aujourd'hui, on ne travaille pas trop ensemble, mais on a l'ambition de travailler ensemble et voire même de fusionner les apps, ce qui veut dire d'avoir encore plus de choses différentes dans la même app. Voilà. Euh, ça se transmet, ça se retranscrit très précisément dans le code. Euh, dans l'app aujourd'hui, il y a plus de 60 modules de features avec des features qui parfois n'ont rien à voir, souvent n'ont rien à voir. Il y a presque 6000 fichiers Kotlin, c'est finalement pas grand-chose, mais il y a beaucoup de vues dedans. Il y a 728 vues compose dans l'app et 1885 previews. Euh, pour gérer tout ça, il y a des gens qui font de l'Android chez Swile. On est plus ou moins 6 personnes. Pourquoi c'est compliqué à dire? Pourquoi ce chiffre il est compliqué à dire? Parce que aujourd'hui chez Swile, personne ne fait juste de l'Android. Pour ceux qui me connaissent d'avant, moi je fais de l'Android et de l'iOS. Il y a de plus en plus de personnes dans l'équipe qui font de l'Android et de l'iOS. Il y a des gens qui font de l'Android et du web. Tout le monde fait un peu de back-end, soit en Node.js, soit en Ruby, soit les deux. Et en fait, on a vraiment cette volonté que tout le monde soit un peu full stack. Il y en a 3 au Brésil que je compte pas directement dedans parce qu'aujourd'hui, ils développent pas sur la base de code existante, mais très vite, ça va être le cas. Et j'ai sorti une stat qui, moi, je trouve intéressante. Sur les 6 derniers mois, on a 28 contributeurs sur le repo Android, sur à peu près 120 développeurs dans la boîte. Ça veut dire qu'un quart des développeurs de la boîte ont fait des commits sur le repo Android dans les 6 derniers mois. Et la grande majorité n'ont jamais fait d'Android avant. Alors, comment on fait ça aujourd'hui? Il n'y a pas de magie. C'est des gens qui utilisent des LLM, qui utilisent du Cursor, qui utilisent du Claude. Et c'est très bien parce que c'est des gens qui arrivent avec une connaissance très fine, fonctionnelle, de ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est eux qui savent, c'est eux qui ont développé le back-end, c'est eux qui ont développé l'entièreté de la fonctionnalité, qui savent où on va. Et finalement, souvent, l'impact dans l'application Android, c'est rajouter un bouton. Et rajouter un bouton, n'importe qui peut le faire, surtout avec les outils qu'on a maintenant. Par contre, pour maintenir ce code-là, pour gérer ce code-là, on a besoin
nous, de le savoir, d'autant plus qu'on parle d'une application où avoir un compte de staging qui permet de tester telle fonctionnalité, c'est pas simple. C'est pas simple parce que l'app, elle part dans tous les sens, elle a plein de fonctionnalités dans tous les sens, et donc être capable de tester la fonctionnalité vraiment en lançant l'app, c'est pas si simple que ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Attention à l'écran blanc, j'avais pas prévu que ce soit ici. Comment on fait? Sur chacun de ce qu'on a mis en place, c'est ça. Sur chacun de nos commits sur GitHub, c'est ça qu'on voit. On voit ça c'est un commit que j'ai fait moi, sur un changement de design de l'écran de sélection d'IBAN. Et bah, juste en faisant mon commit, j'ai un écran qui va me permettre de voir graphiquement qu'est-ce qui a changé. C'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut tendre pour être capable de valider qu'avec un commit non maîtrisé, quelqu'un n'a pas cassé toute une partie de l'app. Là, je vous parle de fonctionnalité. Parfois, c'est même plus vaste. J'ai pris un autre exemple. Un exemple où on a changé des couleurs, on a changé la couche alpha de certaines couleurs dans le design system. Le truc horrible qui a un impact sur tous les écrans. Et bah, avec cette couverture de test qu'on a, cette couverture de test de screenshot qu'on a, on est capable de voir est-ce que les écrans sont toujours lisibles, est-ce qu'on est toujours capable d'utiliser ces écrans et de voir ça. Donc ça, c'est la cible, entre guillemets. Et pour arriver à ça, on fait ça de façon... en fait, on inverse notre stratégie de test qu'on a l'habitude de voir. Quand on fait des tests unitaires traditionnellement, pas seulement sur Android, en informatique en général, on écrit des tests unitaires pour détecter les régressions, pour être sûr qu'on n'a pas cassé quelque chose. Quand on fait ces tests-là, changer un screenshot, c'est pas grave, surtout si c'est fonctionnel, mais un test de screenshot, c'est quelque chose qui va nous permettre, plutôt que de détecter des régressions, de détecter des évolutions. Et du coup, on a une couverture à 100% de ça, et je vais vous expliquer pourquoi. On a une couverture à 100% qui nous permet de voir si quelqu'un touche un écran, est-ce que cet écran est toujours acceptable et visible. La solution technique, elle est très simple. Je vais pas rentrer dans des détails super précis parce que on utilise Showcase de Airbnb plus Paparazzi. C'est une solution standard. Il y avait une conf à la DroidCon en 2022. On n'a rien inventé. Le système, il est très simple. Ce que je vais vous présenter ici, ce n'est pas la solution technique. C'est les petits détails de pourquoi, qu'est-ce qu'on a tweaké dedans pour que ça marche, qu'est-ce qu'on a tweaké dedans pour que ça marche dans notre contexte, et comment et qu'est-ce que ça nous apporte. Donc on utilise Showcase de Airbnb et Paparazzi. Dans le code source de Showcase, il y a un fichier qui s'appelle Paparazzi Sample Screenshot Test, qui est un fichier qui permet de faire ça, from scratch. Et c'est même précisé dedans, il ne faut pas le prendre comme une lib, il faut le prendre comme un exemple de conf que vous pouvez utiliser. Et donc du coup, on a pris ce fichier, on l'a modifié. Aujourd'hui, j'ai fait un comparatif entre le fichier qui est sur le repo et celui qu'on a. On a 40% du code qui est purement similaire au code original. Mais toutes les modifications qu'on a faites, c'est des petits tweaks, c'est des petits machins, mais on n'a pas changé la logique fondamentale là-dessus. Ce que vous avez besoin de faire sur ce fichier, c'est l'adapter à votre contexte et pas le réécrire complètement. Ce fichier, il fait 160 lignes. Et avec ces 160 lignes, vous êtes capable d'avoir une couverture à 100% de snapshot de votre app. Comment ça marche? C'est très simple. Ça va prendre toutes les previews qui sont déclarées dans votre app et ça fait des screenshots des previews. C'est aussi simple que ça. De toute façon, vous avez déjà des previews. Si votre app est en full compose, vous avez évidemment des previews. Vous prenez les previews et vous avez le résultat. Showcase, on l'avait déjà dans l'app. On ne l'a pas ajouté spécifiquement pour ça. Showcase, c'est un outil qui permet de faire des démos des composants que vous avez. Ici, c'est notre design system. On utilise Showcase pour voir les composants qui sont dans notre design system. De toute façon, on l'a dans l'app. Mais Showcase, techniquement, c'est un préprocesseur en KSP qui va lire l'app et notamment qui va permettre de détecter toutes les annotations preview et de les sortir et du coup, qu'il les forward à Paparazzi. C'est aussi simple que ça, la logique qu'il y a derrière.
Euh, et du coup, ce truc, on l'a tweaké. Première chose qu'on a fait, on a mis notre thème du design system. C'est la première chose à faire parce que, évidemment, dans le sample, il n'y a pas votre design system, il n'y a pas votre thème, etc. Vous mettez votre thème autour, ça marche tout seul, c'est magique. Deuxième chose qu'on a fait que vous pouvez implémenter chez vous et qui est intéressante, par défaut, les tests, quand il y a une exception qui est remontée par le test il crash et il fail. Nous, on a décidé plutôt d'afficher un texte qui dit que ça a fail dans une vue compose. Du coup, ça nous permet, via des previews, d'aussi tester les cas de test et de les voir dans GitHub globalement. Parce que normalement, votre preview, elle n'est pas censée renvoyer une exception. Mais là, l'exception, on la voit direct dans GitHub parce qu'on ne va pas la runner chez nous. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces tests-là, nous, on est des développeurs Android. On a un Android Studio d'installer, tout bien configuré, avec un émulateur, etc. Il y a des gens qui font un commit dans l'année, 2 commits dans l'année. Ils n'ont peut-être pas tout le setup. Et avec ça, on est capable de voir ce qui ne marche pas. Le deuxième tips important, quand on fait des previews, pour pouvoir les voir dans Android Studio, on fait une preview en dark mode, une en light mode. Le problème, c'est que Paparazzi, il fait déjà ça. Et donc, du coup, il prend notre preview en dark mode, en light mode, il les reduplique en light mode, en dark mode. On les a 4 fois. On a un hack. On prend celle qui s'appelle underscore 0 underscore. Ça marche. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de le faire, mais en tout cas, ça marche et ça permet de ne pas dupliquer les tests. Il y a un autre cas qu'on a eu besoin chez nous, c'est que notre design system, il est inclus en tant que dépendance dans l'app, notamment pour cette histoire de showcase. Et du coup, il nous mettait aussi toutes les previews du design system qu'on a déjà dans un autre projet. Bah, c'est simple, on dit juste est-ce que le nom du component contient le design system? Bah non. S'il contient, on le filtre. Donc, vous pouvez mettre vos filtres complètement custom là-dessus. Si vous avez un package que vous ne voulez pas tester, vous le mettez là-dedans. Tout se passe bien. On a aussi customisé les noms des screenshots parce que les screenshots, on a besoin, on a envie de les voir avec un nom spécifique. Par défaut, il y a un nom qui dit component name. Nous, on fait un calcul compliqué. On rajoute des choses autour. Package name.component name. On ajoute des trucs derrière. Ça marche très bien. Voilà. Autre petit tips rapide, dans l'app, on a du Lottie. Il y a plein d'apps dans lesquelles il y a du Lottie. Lottie, ça marche pas nativement avec Paparazzi. Il y a un truc, il y a une issue GitHub qui explique comment la corriger. Bah, en fait, on peut aussi la mettre dans le setup de nos tests et on a besoin de le faire. Là, je vous ai parlé de Lottie parce que c'est un cas qui peut vous arriver. On a dans l'app aussi une lib en C++ qui s'appelle Liquid Fun, qu'on aimerait bien virer, mais qui existe dans l'app, qui permet de faire, pour la petite histoire, ça permet de faire une pluie d'emojis quand c'est votre anniversaire dans l'app. Si vous avez les fonctionnalités sociales dans l'AppSwell, personne n'a les fonctionnalités sociales dans l'AppSwell, mais si vous les avez, et sachez qu'il y a une librairie en C++ qui permet de faire ça, elle aussi, elle fait crasher les tests, et elle aussi, elle nous demande une petite ligne pour configurer un truc. C'est vraiment, c'est du fine-tuning qui est finalement assez rapide à faire. L'autre grand truc le grand enseignement qu'on peut avoir sur ces tests, c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les preview parameters extensivement, parce que ça permet gratuitement de dupliquer toutes vos previews. Et dès que vous avez un enum, dès que vous avez quelque chose comme ça, ça permet avec une seule ligne de code de générer n preview. Là, c'est une fonctionnalité qu'on a fait récemment avec des états d'une note de frais. En une ligne de code, j'ai tous les états qui génèrent des screenshots. Je vois que sur l'état rejeté, j'ai besoin d'afficher une icône à côté de rejeté et pas sur les autres. Et ça, c'est testé. C'est testé parce que j'ai juste fait les previews. Ça, c'est le monde idyllique.
que je vous présente. C'est comme ça que c'est censé marcher. En fait, quand vous avez une grosse PR dans GitHub, ça ressemble à ça. Parce que GitHub, il ne sait pas charger des previews. C'est ce qu'on voulait faire, mais dans ce cas-là, ça ne marche pas. Une fois que vous êtes dans ce mode-là, c'est impossible d'afficher les images. Du coup, on a trouvé un workaround qui est finalement très simple. Quand la PR a trop de modifications de screenshots, c'est pas qu'elle est trop grosse, c'est qu'elle a trop de modifications de screenshots, il suffit de générer à côté des images. Donc pour ça, on s'est écrit un outil nous a écrit un script bash qui nous permet de générer des images et qui nous fait un export en HTML, en PDF. Et ça nous permet aussi de le partager sur Slack, qui est finalement l'outil principal pour le faire. Quand est-ce que ça nous arrive là-dessus? Ça ne nous arrive pas quand quelqu'un change un bouton, qui était le besoin initial des gens qui ne connaissent pas vraiment la base de code. Donc si quelqu'un ne connaît pas la base de code, il ajoute un bouton, on peut le voir sur GitHub. Le cas typique, c'est on veut changer une couleur dans le design system, un token de couleur dans le design system. Ça a un impact sur toute l'app. On veut voir si cet impact dans toute l'app est toujours accessible et toujours, tous les écrans sont toujours acceptables. Et bien là, on va passer notre petit script, on va générer un PDF et un PDF ou un HTML. Et c'est aussi le document de travail qui nous permet d'itérer avec le design, ça. En fait, on a l'équipe design qui va mettre à jour un token dans Figma, on fait un export, on passe le script, et on a directement un retour, une boucle de retour assez rapide avec le design pour savoir si c'est possible de modifier ces couleurs. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ce résultat, avec ces techniques? C'est très simple. On a vraiment 0 code supplémentaire. On a un fichier qu'on a importé et qu'on a vaguement modifié de 160 lignes. Le code n'est pas du tout impacté et on a gratuitement des tests de snapshot sur toute notre base de code. Sur une app qui est très graphique, ça a quand même une vraie plus-value. C'est quelque chose qui est très bien fait pour les LLM, puisque quelqu'un qui code avec un curseur, avec un Claude, de toute façon, quand il fait une vue compose, le LLM va lui créer une preview. On n'a même pas besoin de lui dire. Il va dans tous les cas créer des previews. Ces previews, ils sont complètement détectés et ça marche tout seul. Pour la petite anecdote, on a le même genre de problématique sur iOS. Sur iOS, vous savez qu'en Swift, l'introspection, ça n'existe pas vraiment. C'est un des vrais avantages du monde Java d'être capable de faire de l'introspection. Et donc, du coup, cette base de screenshots, on l'a aussi, mais on est obligé de la maintenir. Et la maintenir, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on fait un écran, on doit écrire un test qui dit « crée-moi un screenshot pour cet écran ». Là, on n'a même pas besoin de le faire. Et donc, du coup, pour être sûr que quelqu'un qui touche rapidement à un bout de code génère quand même les screenshots sur iOS, on est obligé d'écrire des skills, d'écrire des choses comme ça pour les maintenir. Sur Android, c'est natif. C'est la façon standard d'écrire du compose. Et donc, ça marche tout seul. Et donc, du coup, on avait 1800 et quelques écrans. Sur chaque écran, il y a une preview, au moins. On fait x2 parce qu'il y a du light mode et du dark mode. Et donc, on se retrouve avec une base de 3244 screenshots qui sont comparés à chaque build sur la CI. Encore une fois, je vais sortir un peu du monde de Bisounours parce que ça, c'est ce qui marche bien. Est-ce qu'on a complètement gagné ce combat? Pas tout à fait, parce qu'il reste des choses à faire. Qu'est-ce qui reste à faire? Un des vrais sujets aujourd'hui, donc il faut savoir que Paparazzi, c'est quelque chose qui fonctionne sans utiliser d'émulateur. Aujourd'hui, on n'a pas exactement le même rendu sur une CI qui est sur GitHub Action et qui du coup est sur un Linux que sur nos postes de dev qui sont sur Mac. On n'a pas exactement le même résultat. Le choix qu'on a fait là-dessus, c'est de se dire que comme il y a des gens qui ne sont pas des développeurs Android principalement, qui ont besoin de ça, on a déporté toute la génération des screenshots dans la CI.
Ça marche très bien sur des petites features. Ça marche très bien quand on change un bouton. Quand on veut changer un élément fondateur du design system, on préférerait pouvoir le runner sur sa machine d'abord. Aujourd'hui, c'est pas possible. Oh, alors, c'est pas possible. Si, on peut le faire, mais on a quelques petites divergences, notamment sur le render des polices, pour être totalement précis, entre macOS et Linux. Il y a deux solutions là-dessus. La première, c'est de faire en sorte qu'il soit similaire. La deuxième, c'est de diminuer la tolérance des screenshots. On n'a pas encore décidé, donc pour l'instant, on est un peu entre les deux et on utilise la CI pour le faire. Le deuxième sujet, c'est que forcément, ça impacte le temps de build sur la CI. On a des gros débats en ce moment sur nos temps de build sur la CI. On a des choses dans ce genre de test qui nous empêchent de faire de la parallélisation. Du coup, on a des temps de build sur ces builds qui prennent les screenshots qui peuvent atteindre 20-25 minutes, qui est quand même assez important. Aujourd'hui, on vit avec, mais c'est clairement notre next step pour améliorer tout ce système. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que... Oui. Est-ce que vous screenshotez, testez l'accessibilité? La question, c'est, je le redis pour la vidéo, la question c'est est-ce qu'on teste l'accessibilité sur les screenshots? Aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est dans notre roadmap. Aujourd'hui, l'accessibilité, c'est un vrai enjeu commercial pour nous, puisque on a notamment des gros clients, des grands comptes services publics qui ont des exigences d'accessibilité. Ces exigences d'accessibilité, pour l'instant, elles sont très concentrées sur le web. Donc, on a fait un gros travail sur le web pour avoir des tests, des compatibilités, etc. Sur le mobile, on est encore au début là-dessus. Il y a plusieurs approches sur les tests d'accessibilité. Les screenshots, ça peut en être une. On les a déjà, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on n'a rien automatisé dessus. Oui. Donc aujourd'hui, toutes les screenshots, elles sont directement dans Depodit. Et je me souviens plus du nombre, mais c'était plus d'un millier. Qu'est-ce que vous pensez sur le futur, sur le long terme? À quel point est-ce que ça va avoir un impact sur la taille du dépôt d'avoir toutes les anciennes versions de toutes les screenshots Ouais. comme ça? La question, c'est sur la présence des screenshots sur le repo Git. Est-ce que ça n'a pas un impact sur le repo? Ça a un impact sur le repo. Aujourd'hui, quand on regarde les repos GitHub de chez Swile, il y a 1 millier de repos. Les deux plus grosses, c'est iOS et Android et de loin, à cause de ces screenshots. Ça fait partie, typiquement dans les pistes d'amélioration du temps de build de SCI, il y a des questions de le stocker ailleurs, dans un S3, dans ce genre de choses. Le problème de le stocker ailleurs, ça veut dire qu'on perd la gestion des branches, qui est quand même assez pratique. Il y a des compromis à faire. Aujourd'hui, ils sont sur le repo, mais comme je le disais au début, là, on a la solution gratuite, entre guillemets. On a fait zéro dev, ça marche tout seul, le repo grossit, on commence à avoir des problèmes de riches comme ça et devoir gérer la taille du repo. Pour vous donner une idée, c'est quoi à peu près l'ordre de grandeur de taille actuellement à votre usage? La taille du repo Android, je ne saurais pas dire, c'est des centaines de mégas, mais c'est même pas 400 mégas, je crois, quelque chose comme ça, c'est même pas si déconnant. C'est gros, mais c'est pas. Je sais pas, quelqu'un peut me contredire. Ouais, oui, quand on compare avec un repo iOS avec à l'époque où on committait les pods, on n'est pas si gros finalement. Parce que maintenant avec Swift Packet Manager sur iOS, on n'a plus ce problème-là, on a réglé ce problème-là. On a remplacé des binaires par des screenshots, voilà. Finalement. Et bah merci.